Bonsoir, bonsoir. Je suis en train d'essayer de récupérer la dernière vidéo qui s'est pas enregistrée, je sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, on parle de Jean Perrin pour ses travaux sur la structure discontinue de la matière, et spécialement pour sa découverte de l'équilibre de sédimentation. Donc en gros, c'est un des grands noms de l'atomisme, un des grands défenseurs de l'hypothèse des atomes, et c'est grâce à lui qu'on va définitivement accepter l'idée que la matière est constituée d'atomes, de molécules. Alors il est né en 1870, il est mort en 1942. C'était un physicien, chimiste, il a fait aussi de la politique. Donc il a eu le prix Nobel en 1926, c'était un normalien, et il était enseignant aussi, surtout au début. Ah non, il enseigne toute sa vie. Il enseigna à la faculté des sciences de Paris pendant 40 ans. Dans son premier projet de recherche, Jean Perrin a entrepris de résoudre l'énigme de la nature des rayons cathodiques et des rayons X. Notamment, il se demandait si les rayons X, donc les rayons découverts par Röntgen, étaient de la lumière ou de la matière. En 1895, il démontra par des expériences très convaincantes que les rayons cathodiques sont composés de corpuscules de matière chargés négativement. Donc les fameux électrons, on appelle ça des électrons aujourd'hui. Et un an après, il constate que les rayons X se comportent comme de la lumière ultraviolette de très courte longueur d'onde. Et il découvre notamment que ces rayons X vont être capables d'arracher les électrons aux atomes. Donc c'est ce qu'on appelle l'ionisation, ils vont ioniser les molécules. Ses recherches les plus connues concernent une série d'expériences sur le mouvement brownien. On avait un petit peu parlé de ça, ça avait été décrit d'abord expérimentalement par Brown, d'où le nom, et ensuite par Einstein au niveau théorique. Et ça lui permet de déterminer le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro, c'est ce qui permet de faire le lien entre les grandeurs à notre échelle. On utilise ce qu'on appelle la mole. Donc c'est une quantité qui est associée à notre échelle, quelques grammes. Voilà, si vous prenez 12 grammes de carbone, ça vous fait une énorme quantité d'atomes. Voilà, 6 10 puissance 23, donc des milliards et des milliards de milliards d'atomes. Et on appelle ça une mole, et ce nombre-là, on appelle ça le nombre d'Avogadro. Donc ça permet de relier les grandeurs microscopiques et les grandeurs macroscopiques. Et c'était l'époque où on mesurait le nombre d'Avogadro de plein de manières différentes. Et Jean Perrin, il a un peu fait la synthèse de ça, et il a relié ça au mouvement brownien notamment. Et ça a permis d'ajouter une pierre à l'hypothèse des atomes. Il a écrit un livre qui s'appelle Les atomes, qui est très connu, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est quasiment entièrement dépassé aujourd'hui. La vision qu'il avait de beaucoup de choses ont été corrigées depuis, mais il y avait plein d'intuitions qui ont permis de lancer le modèle atomique, et notamment le fait qu'il y ait une charge électrique au centre, le noyau, et des électrons autour. Voilà, ça lui a assuré une renommée internationale. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1926 pour l'hypothèse atomiste, notamment, et un petit peu en lien avec ce mouvement brownien. Et ça a mis un terme à la guerre qu'il y avait entre les atomistes et les anti-atomistes. Donc ceux qui pensaient que la matière était continue et ceux qui pensaient que la matière était discrète, faite de petits grains, de petits atomes, de petites molécules. Et c'est les seconds qui ont eu raison. Pendant la Première Guerre mondiale, il a mis au point des appareils acoustiques pour détecter les sous-marins notamment. Il a participé à la création du CNRS, du Palais de la Découverte. Voilà, c'est vraiment un grand nom de la science de l'époque. Alors on va passer un petit peu sur la vie privée. Donc c'était un enseignant assez réputé. C'était assez... Souvent, ses cours étaient un petit peu trop théoriques pour les étudiants qu'il avait en face de lui, mais il y a beaucoup de gens qui ont gardé une image forte de Jean Perrin en tant que prof, en tant qu'enseignant. Il a participé à plusieurs congrès Solvay, donc les fameux congrès avec tous les grands noms de la science de l'époque. Donc là, vous voyez, il y a Nernst, Brillouin, donc Solvay l'organisateur, Lorentz, Jean Perrin, Marie Curie, Pierre Curie, je ne sais pas s'il y est, Poincaré, Max Planck, Sommerfeld, voilà, il y a vraiment... il y a des noms un peu en violet là, sur lesquels on a déjà cliqué. Einstein, Onnes, Rutherford, Paul Langevin, De Broglie, voilà, des très très grands noms de la physique. Et donc il y a un des congrès notamment où il a convaincu tout le monde de l'existence des atomes. C'est un peu lui qui a mis le dernier coup qui a permis de valider cette théorie. Il avait une puissance argumentative assez forte, en plus d'être un bon scientifique. Son travail sur le mouvement brownien, c'est autour des années 1907-1909. Ça s'appelle Mouvement brownien et réalité moléculaire. Et ça lui permettra
voilà, d'être vraiment convaincu de l'hypothèse des atomes. Et il a réussi à convaincre voilà, d'autres gens. Donc là, il est aussi convié au premier congrès Solvay de physique, qui se tient à Bruxelles, une vingtaine des plus grands physiciens de l'époque, et les congressistes doivent envoyer leur communication en avance pour qu'elle soit distribuée aux participants avant la réunion. La conférence de Jean Perrin, intitulée L'épreuve de la réalité moléculaire, est si claire et argumentée que tous les participants sont convaincus de l'existence des atomes, même les plus sceptiques. En particulier William Ostwald, qui comme chimiste n'a pas participé à la réunion, et qui avait été un opposant déterminé à l'atomisme, défendu par Boltzmann, cet opposant s'est déclaré converti à la lecture de la communication de Perrin. Henri Poincaré, jusqu'alors sceptique sur l'existence des atomes, avoue, après avoir entendu l'exposé de Perrin, que l'atome des chimistes est devenu réalité. Voilà, il a réussi à convaincre tout le monde que les atomes existaient bel et bien. Et son livre Les atomes sera traduit en de multiples langues. Voilà, moi je passe un peu sur ce qu'il fait pendant la guerre. On va aller regarder l'histoire, son portrait scientifique surtout. Voilà, il a contribué à la création de plusieurs instituts, etc. Bon, ça c'est sa vie personnelle. Voilà. Alors en tant que professeur, il a marqué beaucoup les esprits. Donc, il y a 2-3 citations qui sont assez marrantes. Donc, je vais vous les lire. Jean Perrin avait un beau visage de Christ, auréolé de cheveux blonds et frisés auxquels, comme dans la figure sacrée, répondait une barbe blonde et frisée. Sous ces cheveux, dont le désordre augmentait la masse, sans en diminuer la grâce, bombait un grand front de poète et de rêveur. Les yeux avaient une immense gravité lorsque la conversation était sérieuse, mais elle se détendait bientôt pour une réflexion, une comparaison, une image plaisante. Et alors ses yeux s'égayaient d'un immédiat et vif éclat, auquel s'ajoutait celui d'un rire explosif. Perrin s'amusait de tout, il aimait la fantaisie, la blague, la farce, la mystification. Un enfant terrible habitait le savant. Voilà, c'est un peu un fanboy qui a dû écrire ça. Une autre là. Reportons-nous à la fin du siècle dernier, plus précisément au mois de novembre 1898, dans ce qu'on appelait le petit amphithéâtre. Un jeune maître inaugurait cette année-là l'enseignement d'une science toute jeune, elle aussi, la chimie physique. C'est lui qui a vraiment créé cette matière, d'une certaine manière, la chimie physique. Donc la manière de décrire la chimie avec les électrons, avec les liaisons chimiques, etc. Salut David. Ce jeune maître était Jean Perrin, qui venait d'être chargé de cours à l'âge de 27 ans. Sa parole était ardente, parfois un peu hésitante et mystérieuse, puis brusquement, des éclairs soudains illuminaient des perspectives infinies. Nous trouvions en lui toute la poésie, toute la force entraînante, toute la philosophie de la science que nous avions vainement cherché ailleurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui parle de Jean Perrin quand il commence à enseigner. Sa parole était ardente, parfois un peu hésitante et mystérieuse, puis brusquement, des éclairs soudains illuminaient des perspectives infinies. Nous trouvions en lui toute la poésie, toute la force entraînante, toute la philosophie de la science que nous avions vainement cherché ailleurs. Nous comprenions les mots d'atomes et de molécules, et pourquoi la chimie ne pouvait s'en passer. Perrin agissait sur ses auditeurs par suggestion, par illumination soudaine. Peut-être là, ce qui m'a toujours séduit chez Jean Perrin, professeur, c'est, j'allais dire, son originalité, mais le mot est loin d'être assez fort. C'est son besoin de repenser les questions par lui-même, de les découvrir en quelque sorte, de les faire siennes, de se les incorporer et de les formuler à sa façon. Je ne dis pas que dans son enseignement, toutes les questions qu'il abordait portaient le sceau de son esprit, le sceau du grand artiste, du grand créateur qu'il était, mais ces questions-là, on les reconnaissait d'emblée. Elles s'annonçaient, si je puis dire, par la soudaine volubilité de son débit, et dans son désir d'expliquer sa pensée, de la communiquer à l'auditeur, il cédait alors de gestes de la main. Tac, voilà. Donc on va pouvoir parler un petit peu de ses avancées scientifiques. Déjà, la première chose qu'il a fait, c'est étudier les rayons cathodiques. Donc c'est un peu toujours la même histoire, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Vous prenez un tube en verre, vous faites le vide dedans, vous mettez une électrode à gauche, une électrode à droite, vous mettez une tension électrique. Donc il y en a une qui va être chargée négativement, ça va être la cathode, et une positivement, ça va être l'anode. Et donc vous mettez une tension électrique importante, un champ électrique important, hop, ça a sauté. Voilà, vous mettez un champ électrique important, vous avez des rayons qui sortent de la cathode et qui vont en direction de l'anode. Et donc on a appelé ça des rayons cathodiques. Et on essayait, à l'époque on ne savait pas que c'était des électrons, maintenant on sait. Mais à l'époque, on essayait de savoir si c'était des particules chargées, massives, si c'était de la lumière, si c'était de la matière. Et donc, Jean Perrin, il fait des expériences là-dessus. Et notamment ici, là, et déjà un petit peu là, il va essayer de voir dans quel sens sont déviées
ces particules. Donc on voit ici les pointillés qui représentent les trajectoires des rayons cathodiques, donc les trajectoires des électrons. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il arrive à détecter donc leur position sur l'écran avec de la substance fluorescente. Et ce qui fait là, le point A, c'est un fil perpendiculaire au trajet des rayons, qui est soit neutre, comme ici, donc là les rayons vont tout droit, soit chargé négativement, et là on voit que les rayons sont repoussés vers l'extérieur, soit chargés positivement, et là on voit que les rayons sont attirés plutôt en direction du point A. Et donc on a des particules qui ne changent pas de direction quand il n'y a pas de charge électrique, qui sont repoussées par le moins et attirées par le plus. Et donc ce sont ça on le sait, ce sont des particules chargées négativement. Le moins est repoussé par le moins et attiré par le plus. Et donc on commence à comprendre que ces rayons cathodiques, c'est pas de la lumière, c'est de la matière. Et ce sont de tout petits grains de matière chargés négativement. Et plus tard, on comprendra que ce sont des électrons, donc des constituants des atomes. Donc c'est lui qui fait ces expériences-là en premier pour se rendre compte que les électrons sont chargés négativement. Et alors, il ne fera pas de mesure très précise, c'est Joseph Thomson qui, lui, va vraiment faire le rapport mathématique entre la masse et la charge de ces rayons, de ces électrons. Et il va se rendre compte que c'est une particule qui est très très légère, 1000 fois plus légère, même 1800 fois plus légère, un truc comme ça, que l'atome d'hydrogène. Donc ce que fait Jean Perrin, ça annonce un peu ce que va faire après Joseph Thomson, qui est vraiment on peut dire que c'est lui qui a vraiment donné les caractéristiques de l'électron. Donc ça, c'était les rayons cathodiques, c'est les électrons. Jean Perrin, il va étudier d'autres types de rayons, les rayons X, qu'on appelle les rayons de Röntgen aussi. Donc ça, c'est de la lumière, c'est de la lumière à très haute fréquence. Donc c'est des fréquences beaucoup trop élevées pour être visibles à l'œil nu. C'est encore après les ultraviolets, les rayons X. Et donc il va étudier ça, et il va se rendre compte que, voilà, ce genre de schéma-là, il va se rendre compte qu'il y a des plaques de condensateurs qui se font décharger. Vous leur donnez une charge électrique, et si vous faites passer des rayons X à proximité, ces plaques vont se décharger, comme si les rayons X avaient une influence sur la charge des plaques, alors que les rayons X, c'est de la lumière, hein, ça n'a pas de charge électrique. Alors, on avait bientôt terminé, de toute façon. Voilà, on avait fini les rayons X. Et on va pouvoir parler un peu de donc son apport sur l'existence des atomes. Donc, c'est le premier à esquisser un modèle atomique en 1901, donc bien avant Rutherford et Niels Bohr, 10 ans avant, plus de 10 ans avant Bohr, grâce notamment à ses expériences sur les rayons cathodiques, donc sur les électrons. Voilà ce qu'il dit. La masse d'un projectile cathodique, masse que nous appellerons désormais corpuscule, qu'on appelle aujourd'hui électron, est seulement la millième partie d'un atome d'hydrogène. Alors c'est plutôt 1800 fois plus petit. Nous avons donc réalisé la division de l'atome en parties plus petites et même beaucoup plus petites. Tel est le résultat capital dû à J.J. Thomson. Donc ça, j'en parlais dans une vieille vidéo, une vidéo qui commence à dater maintenant. Ça devait être ça, la découverte de l'électron. Je pense que c'est là-dessus. Voilà, il y a 2 ans. Et ce qu'il dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait le lien entre ces rayons cathodiques et ce qui se passe en chimie. Ça, c'était pas évident a priori. Voilà, les expériences dans les tubes cathodiques, a priori, c'est de la physique, c'est pas de la chimie. Et Jean Perrin, il va comprendre que les électrons ont un rôle essentiel à jouer en chimie. Et il dit, ce qui est essentiel de remarquer, c'est que les corpuscules négatifs paraissent toujours identiques entre eux, quelle que soit la nature chimique de l'atome dont on les détache. Par exemple, un corpuscule, donc un électron, provenant d'un atome d'aluminium, est identique au corpuscule provenant d'un atome de fer. Pour la première fois, nous entrevoyons un moyen de pénétrer dans la constitution intime d'un atome. Voilà. Et ensuite, il dit, on fera par exemple l'hypothèse suivante, chaque atome serait constitué d'une part par une ou plusieurs masses chargées d'électricité positive, une sorte de soleil positif dont la charge serait très supérieure à celle d'un corpuscule. Alors donc là, il entrevoit le noyau atomique, le soleil positif autour duquel tournent les électrons. Par contre, il se trompe là en disant la charge très supérieure à celle d'un corpuscule. En fait, c'est la même charge. L'atome d'hydrogène, c'est un proton en électron. Le proton, il a exactement la même charge que l'électron. C'est juste qu'il y en a un qui a un signe plus et l'autre qui a un signe moins. Et d'autre part, une multitude de corpuscules, sortent de petites planètes négatives. Alors si, ok, s'il parle du fer, le noyau de fer, il y a beaucoup de protons.
Et un noyau de fer, oui, ça a une charge beaucoup plus importante qu'un électron. Donc oui, je retire ce que j'ai dit. S'il parle du noyau de fer, il avait raison là. L'ensemble de ces masses gravitant sous l'action de force électrique et la charge totale équivalent exactement à la charge positive totale, en sorte que l'atome soit électriquement neutre. Donc ça, je ne sais pas exactement quelle année il écrit ça. Si c'est en 1901, c'est vraiment une anticipation assez incroyable de ce qui va se passer après. Il a vraiment des intuitions, de très très bonnes intuitions. Et il fait ensuite allusion aux différents niveaux d'énergie, les fameux étages dans l'atome, pour détacher un corpuscule, et il suggère que ces niveaux d'énergie pourraient être en relation avec la longueur d'onde des raies d'émission. Donc pareil, ça présage du modèle de Bohr. L'atome apparaît ainsi comme un tout gigantesque dont la mécanique intérieure aurait pour base les lois fondamentales des actions électriques. Alors on se rendra compte qu'en fait il faut des lois complètement différentes, les lois de la mécanique quantique. Et Perrin, il aura du mal à accepter ça. Il dira un peu, ce sera sur la fin de sa vie, et il dira un peu ce que font les jeunes physiciens, c'est un petit peu abstrait, c'est pas très, ça a pas l'air de correspondre au monde réel, ça lui plaisait pas trop. Comme beaucoup de gens à l'époque. La mécanique quantique, ça a mis du temps à être accepté. Et les interprétations, d'ailleurs, il y en a plusieurs aujourd'hui, donc c'est toujours un peu en débat. Même si les mathématiques ne font plus débat, l'interprétation, elle fait débat. Et donc Jean Perrin a formulé le modèle de Rutherford 10 ans avant Rutherford. Donc le noyau et les électrons autour, ça vient de Jean Perrin. Ça. Donc c'était une époque où donc il y a la fameuse citation je crois que c'est lui là, de Deville. Donc ça, c'est les dessins que faisaient les Allemands au 19e siècle, certains Allemands. Donc par exemple, ça là, c'est du dioxyde de soufre, et on voit l'atome de soufre et 2 atomes d'oxygène, et il met des petits traits là pour représenter le nombre de liaisons. Et ça, au 19e siècle, il y a des gens à qui ça plaît pas du tout. Pour eux, les formules chimiques, voilà, Fe2O3, ça veut pas dire qu'il y a 2 billes de fer et 3 billes d'oxygène. Pour eux, ça n'a aucun sens. Pour eux, c'est juste des rapports, des calculs, des proportions. Et il y a des Allemands qui disent, si, il y a des... Moi, je vais m'amuser à faire des petits schémas, des petits dessins comme ça, des dessins de molécules. Et bon, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que les molécules, les atomes n'existaient pas. Donc Jean Perrin, il va aider à faire accepter cette idée-là de molécules avec les liaisons chimiques. Même si c'est pas exactement comment ça marche. Lui, Jean Perrin, il pensait que c'était l'échange d'un électron. En fait, c'est l'échange de 2 électrons. Une liaison chimique, une liaison simple. Et voilà, il va travailler sur le fameux nombre d'Avogadro dont on a parlé un petit peu. Voilà, ça c'est plein d'expériences différentes sur la viscosité des gaz, le mouvement brownien, voilà, la radioactivité, qui vont toutes permettre de calculer le nombre d'Avogadro, donc le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone. Et ils vont trouver des valeurs assez proches, hein. Et ça va entre 60 et 75. Donc tout le monde trouve quasiment la même chose, à quelques incertitudes près. Et ça, c'était une preuve assez flagrante que des phénomènes assez divers pouvaient s'expliquer par l'hypothèse atomique. Là, il va travailler sur la fluorescence. Et on peut finir là-dessus. Il va se demander pourquoi le Soleil brille. C'est une question aussi vieille que l'humanité, voilà. Notamment, il y avait une citation très connue de Giordano Bruno, en 1584, ça date, qui dit « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres, les planètes, la Terre et la Lune, que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. » Donc en gros, Giordano Bruno, il déclare que le soleil, c'est une étoile parmi tant d'autres. Et donc, on essaye de comprendre quel processus naturel peut faire en sorte que le soleil brille, que les étoiles brillent. On pensait d'abord que c'était du charbon, que c'était un feu, c'était une boule de feu. Il y avait des calculs qui ont été faits par Kelvin notamment, qui a déterminé que le soleil devait avoir quelques millions d'années seulement, en calculant la chaleur, la diffusion de la chaleur, la perte d'énergie par chaleur. Et avec la datation de l'uranium notamment, on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'était plutôt des milliards d'années. Et Jean Perrin, il va faire une hypothèse qui est très audacieuse pour l'époque, c'est que la lumière émise par le Soleil, c'est ce gamma, là, c'est les photons, ça vient de la fusion des atomes d'hydrogène pour donner des atomes d'hélium. Effectivement, c'est ça qui se passe au cœur du Soleil. Et à l'époque, beaucoup de gens pensaient que le Soleil était constitué des mêmes atomes que la Terre, en même proportion, juste en plus chaud, et pas vraiment de raison de penser que c'était que l'hydrogène. D'ailleurs, en regardant le spectre du Soleil à l'époque, il y avait beaucoup d'incertitudes, et il y avait des choses qui faisaient penser que c'était du fer, du silicium, du carbone, des choses assez variées comme sur Terre. Et c'est un peu plus tard, avec Cecilia Payne, qu'on a compris qu'en fait, non, c'était quasiment que de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. Et donc, l'hypothèse de Jean Perrin, elle était bonne. Le Soleil, c'est bien, il brille bien parce que l'hydrogène fusionne en hélium. C'est la fameuse fusion qu'on essaye de refaire
qu'on essaye de refaire avec ITER pour faire de la fusion nucléaire. Voilà, bravo Perrin, effectivement. Encore un coup de génie de Jean Perrin. Après, il prenait beaucoup de risques dans ce qu'il disait, et des fois il se trompait, bien sûr. Il avait une vision de la chimie qui est aujourd'hui un peu périmée, hein. Il pensait que c'était un électron qui était échangé. Il n'a pas du tout accepté l'arrivée de la mécanique quantique. Voilà, certains disaient qu'il a nié la chimie électronique. Les échanges d'électrons, tout ça, il n'avait pas compris comment ça marchait. Mais pour son époque, c'est vraiment des coups de génie, des anticipations incroyables. Donc non seulement il a fait des expériences concrètes pour notamment montrer que les rayons cathodiques étaient chargés et d'autres expériences, mais en plus il avait une capacité d'abstraction qui lui faisait percevoir comme ça un petit peu la nature des atomes. Voilà pour Jean Perrin. Bon, après ça continue de discuter de la chimie électronique. Et bien sûr il a beaucoup participé à créer des organismes pour la recherche française. On lui doit beaucoup de choses, le CNRS, beaucoup plus de financement. C'était un peu un défenseur de la recherche entre guillemets inutile, la recherche sans projet industriel derrière, donc la recherche théorique, où on se lance dans des considérations un peu mathématiques, un peu théoriques, et on ne cherche pas forcément à avoir des retombées industrielles, financières derrière. Et effectivement, en faisant ça, il y a quand même énormément de retombées, mais ça vient plus tard et ça vient sans prévenir. Voilà, il aimait bien citer les travaux de Pierre et Marie Curie, qui ont découvert le radium, la radioactivité, etc., qui a permis de traiter énormément de cancers. Mais quand ils faisaient leurs recherches, quand ils prenaient leur caillou là, qui cherchaient le radium, etc., isoler le radium, ils cherchaient pas du tout à guérir le cancer. Voilà, ils faisaient ça pour la beauté de la science, par curiosité. Et voilà, c'est cette recherche un peu désintéressée que Jean Perrin défendait et qui a encore, et ça résonne encore aujourd'hui dans la recherche française. Il y a encore de l'argent qui est attribué sans qu'il y ait de retombées financières industrielles immédiates. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça finit quand même par arriver. Même si c'est 10 ans, 20 ans après, ça finit par arriver. Et puis même, c'est toujours sympa d'être curieux et d'avoir une vision un petit peu théorique des choses, de ne pas être tout le temps dans l'utilitarisme. Voilà pour Jean Perrin. Einstein aussi ne cherchait pas à améliorer le quotidien. Oui, Einstein, c'était quelqu'un de très modeste, hein, qui faisait ses petits calculs dans son coin, ses petites théories. Effectivement, il ne cherchait pas à conquérir le monde avec des technologies nouvelles, etc. C'était un passionné, un curieux. Voilà pour Jean Perrin. Mais voilà, c'est un gros morceau, Jean Perrin. L'article est assez long si vous voulez encore lire un peu ce qu'il a fait sur le Collège de France, etc. Je ne vais pas tout détailler, c'est vraiment très long. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact sur la recherche française en tout cas.